Sous le soleil impitoyable du désert du Nouveau-Mexique en 1879, Eleanor Whitmore, 24 ans, est abandonnée par son père, un colonel sans cœur, dans un océan de sable brûlant. Trahie, rejetée comme un fardeau, elle affronte un destin cruel où la survie semble impossible. Pourtant, au cœur de ce néant aride, une lueur d'espoir scintille, portée par un guerrier comanche et un peuple méfiant. De l'abandon à la rédemption, son voyage tissé de courage et de vérité défie les frontières. Saura-t-elle transformer sa douleur en triomphe? Abonnez-vous, partagez d'où vous venez et plongez dans ce récit où chaque instant révèle un secret. Laissez-vous captiver. Le désert murmure, mais que cache-t-il? Le soleil de l'été 1879 écrasait le désert du Nouveau-Mexique, transformant le sable rouge en une mer de braises scintillantes. Les falaises déchiquetées, dressées comme des géants silencieux, dominaient un horizon où l'air vibrait de chaleur. Eleanor Whitmore, 24 ans, se tenait seule, au bord d'un canyon, ses bottes usées, enfoncées dans la poussière ocre. Sa robe, jadis blanche, était déchirée, tachée par le vent mordant qui hurlait à travers les rochers. Ses birmés cheveux châtains, défaits, dansaient comme des flammes rebelles. Elle fixait l'horizon, là où la calèche de son père, le colonel Jeremiah Whitmore, disparaissait dans un nuage de sable, emportant avec elle toute trace de sa vie passée. Jeremiah, un homme au regard d'acier, l'avait abandonnée. Pour lui, Eleanor n'était qu'un fardeau, une tache sur son honneur militaire. Elle avait osé défier un mariage arrangé avec un homme brutal, un riche négociant de Boston dont les mains lourdes promettaient plus de coups que d'amour. « Tu es une honte !» avait-il craché avant de la livrer aux Comanches, un marché scellé dans l'ombre pour garantir la sécurité de ses convois d'or. Eleanor, pièce d'échange dans ce jeu cruel, sentit son cœur se serrer. Les mots de son père résonnaient encore. « Survis, si tu le peux. » Mais dans ce désert impitoyable, où chaque ombre cachait un danger, la survie semblait un défi lancé aux dieux. Le vent portait une odeur de terre brûlée, et ses lèvres gercées saignaient sous la soif. Elle serra le tissu de sa jupe, ses mains tremblantes cherchant un ancrage. À quelques pas, une silhouette immobile l'observait. Tenawa, un guerrier comanche, se tenait droit, sa lance plantée dans le sol, son cheval broutant l'herbe rare. Son visage, taillé par le soleil et le temps, était un masque indéchiffrable, ses yeux noirs scrutant Eleanor comme un faucon évalue sa proie. Elle recula, son pouls battant comme un tambour de guerre. Il ne parlait pas sa langue, et elle ignorait la sienne. La peur nouait sa gorge, mais l'instinct prit le dessus. Elle tourna les talons et s'élança dans le canyon, ses bottes glissant sur les pierres chauffées à blanc. Le désert était un labyrinthe de rocailles et d'épineux, chaque pas un piège. Elle courut jusqu'à ce que ses poumons hurlent, jusqu'à ce que ses jambes cèdent sous elle. Épuisée, elle s'effondra près d'un cactus solitaire, sa vision brouillée par la chaleur. Le soleil déclinait, peignant le ciel en nuances de sang et d'or. Une ombre s'approcha. Tenawa, accroupi, déposa un bol d'eau en terre cuite à ses pieds, puis s'éloigna sans un mot. Eleanor fixa l'eau, méfiante, mais la soif l'emporta. Elle but avidement, chaque gorgée apaisant la brûlure dans sa poitrine. Lorsqu'elle releva les yeux, Tenawa était déjà remonté sur son cheval, lui faisant signe de le suivre. Sans autre choix, elle se leva, chancelante, et marcha derrière lui, chaque pas un combat contre la peur. Leur périple les mena à travers des plaines arides, où les vautours tournoyaient comme des présages. Eleanor, habituée au salon feutré de Boston, trébuchait sur les cailloux, sa robe trempée de sueur. Tenawa, lui, semblait né du désert, ses mouvements fluides, ses yeux lisant l'horizon comme un livre ouvert. La nuit tomba, froide et tranchante. Il alluma un feu,
les flammes dansant sur son visage impassible. Il lui tendit une galette de maïs durcie qu'elle refusa d'abord, par orgueil. Mais la faim brisa sa résistance. Elle mangea en silence, sous le regard perçant de Tenawa, un regard dénué de haine, mais chargé d'une curiosité muette. Ils atteignirent un campement comanche, niché entre des collines rocailleuses. Des tipis s'élevaient, entourés d'enfants courant pieds nus et de femmes affairées. À l'arrivée d'Elénor, un silence pesant s'abattit. Tous les regards convergèrent vers elle, certains hostiles, d'autres intrigués. Une fillette aux bagues tresses serrées pointa un doigt en riant, lançant un mot qu'Elénor ne comprit pas, mais qui fit rougir ses joues. Une vieille femme, au visage ridé comme le cuir, s'approcha et murmura à Tenawa. Il la conduisit vers un petit tipi, lui indiquant d'entrer. À l'intérieur, des pots tapissaient rose le sol et un feu mourant diffusait une chaleur timide. Elénor s'assit, épuisée, réalisant qu'elle n'était ni esclave ni prisonnière, mais une étrangère dans un monde inconnu. Ce soir-là, sous un ciel étoilé d'une clarté saisissante, elle fixa les constellations, si différentes des cieux voilés de Boston. Les souvenirs de sa mère, de ses leçons sur les herbes, de sa voix douce, la submergèrent. Le désert, cruel et magnifique, semblait murmurer une vérité qu'elle n'avait pas encore saisie. Tenawa, à l'entrée du tipi, l'observait en silence. Dans ses yeux, elle crut déceler une lueur, non de pitié, mais de patience. Ce moment, fragile comme une flamme dans le vent, marqua le début d'un voyage qu'elle n'avait jamais anticipé, où la survie exigerait plus que du courage, une renaissance. Sous les étoiles du Nouveau-Mexique, Elénor Whitmore s'endormit dans le tipi, bercée par le murmure du vent et l'écho des souvenirs de sa mère. Mais au lever du jour, le désert ne lui offrit aucun répit. L'été 1879 pesait lourd sur le campement Comanche, niché entre des collines rocailleuses où la chaleur semblait fondre les pierres. Les tipis, dressés comme des sentinelles de toile, vibraient-on sous un soleil implacable. Elénor, les muscles endoloris, sortit de son abri, sa robe de Boston déchirée et alourdie par la poussière rouge. Chaque pas dans ce monde inconnu était une épreuve, chaque regard des Comanches, un jugement silencieux. Une femme âgée, au visage buriné comme le cuir d'un vieux cheval, lui tendit un panier de roseaux secs. « Tresse », ordonna-t-elle dans un mélange de gestes et de mots gutturaux. Elénor, habituée aux aiguillets à broder des salons feutrés, saisit les fibres rêches, ses doigts maladroits s'emmêlant sous les rires étouffés des femmes. Une fillette, aux tresses serrées comme des cordes, lança un mot moqueur qui fit rougir ses joues. Elle serra les dents, refusant de céder à l'humiliation. Chaque échec était une flèche plantée dans son orgueil, mais elle apprenait, lentement, que le désert n'épargnait personne. Les jours s'écoulaient, lourds de sueur et de silence. Une vieille femme, surnommée Pierre de Feu par les murmures du camp, s'approcha un matin. Ses yeux, plissés comme des fentes dans la roche, scrutaient Elénor. « Oh » dit-elle pointant une outre, « Weishom-i » puis « Feu » désignant les braises. « Daadon-i » Éléanor répéta, sa langue trébuchant sur les syllabes étrangères. Chaque mot était une pierre posée sur le chemin de sa survie, un fil ténu la reliant à ce peuple méfiant. Mais la barrière restait intacte, les femmes l'ignoraient, leur chant bas formant un mur invisible. Un soir, alors qu'elle tentait de moudre du maïs sous un ciel rougeoyant, un adolescent renversa son travail d'un coup de pied, riant avec ses camarades. Les grains s'éparpillèrent dans la poussière, comme des perles brisées. Elénor, le visage brûlant, ramassa chaque grain, ignorant les larmes qui menacèrent de couler. Elle n'était pas chez elle, mais elle refusait de se briser. Tenawa, occupé à affûter une lance à l'écart, l'observait, son regard énigmatique semblant attendre quelque chose d'elle. Était-ce du courage?
De la résilience, elle l'ignorait, mais ses yeux sombres la poussaient à continuer. Puis vint la maladie. Une fièvre soudaine s'abattit sur le camp, comme un vent empoisonné. Les enfants, jadis rieurs, gisaient inertes, leurs fronts brûlants sous les mains des mères. Les femmes psalmodièrent des prières, tandis que le chaman brûlait des herbes odorantes, sans succès. Eleanor, reléguée à l'ombre d'un tipi, observait, le cœur serré. Les symptômes, frissons, tout rauque, lui rappelaient une épidémie à Boston, soignée par sa mère avec des infusions d'écorce de saule. Dans un élan, elle s'approcha de Pierre de Feu, mimant des gestes pour demander des plantes. La vieille femme, sceptique, la guida vers un buisson épineux au bord du camp. Sous un soleil écrasant, Eleanor cueillit des feuilles, ses mains écorchées de par les épines. Elle se souvenait des mots de sa mère. « Les plantes parlent, si tu sais écouter. » Elle observa les femmes comanches préparer une décoction de racines, notant chaque geste avec soin. Mélangeant ses connaissances aux leurs, elle prépara une infusion, ses mains tremblantes sous les regards hostiles. Lorsqu'elle tendit une tasse à une mère dont l'enfant gémissait, le camp retint son souffle. Les heures passèrent, lentes comme le sable dans un sablier. Puis, miracle ou hasard, la fièvre de l'enfant baissa. Ses yeux s'ouvrirent, faibles mais vifs. Un murmure parcourut le camp, et pour la première fois, Eleanor sentit les regards changer, moins durs, plus curieux. Pierre de Feu s'approcha, posant une main noueuse sur son épaule. « Niushonyi » dit-elle, un mot qu'Eleanor comprit comme « courage ». Ce soir-là, autour du feu, les femmes l'invitèrent à s'asseoir parmi elles. Elles lui montrèrent comment tisser des motifs complexes dans les paniers, leurs doigts dansant comme des araignées sur une toile. Eleanor, maladroite mais déterminée, sentit une chaleur nouvelle l'envahir, différente de celle du désert. Tenawa, assis à l'écart, observait, un léger sourire au coin des lèvres. « Tu commences à comprendre », semblait Goulin dire ses yeux. Mais Eleanor savait que ce n'était qu'un début. Les étoiles, indifférentes, brillaient au-dessus du camp, et le désert, avec ses secrets enfouis, attendait encore de la mettre à l'épreuve. Le désert, avec ses secrets enfouis sous le sable, observait Eleanor Whitmore, en silence, comme un juge impassible. Mais ce soir-là, sous les étoiles scintillant comme des éclats de quartz, une lueur nouvelle vacillait en elle, née de la reconnaissance fragile des Comanches. L'automne 1879 drapait le Nouveau-Mexique de teintes ocre et cuivrées, les collines rouges du campement vibrant sous un vent frais qui charriait l'odeur des herbes sèches. Les tipis, alignés comme des ombres dans la pénombre, frémissaient sous les bourrasques. Eleanor, désormais appelée Ngonlua Boibin Min par Pierre de Feu, se tenait près d'un feu de camp, ses doigts encore maladroits, tressant un panier sous les regards attentifs des femmes. Le camp vivait au rythme des préparatifs pour l'hiver. Les femmes séchaient des lanières de viande, leurs couteaux tranchant avec une précision rythmée par des champs bas. Eleanor, sa peau désormais hâlée par le soleil, apprenait à manier un arc, ses bras frêles protestant sous la tension de la corde. Chaque flèche manquée s'enfonçait dans le sable, mais chaque regard approbateur des femmes était une victoire. Pourtant, une ombre planait. Tenawa, le guerrier taciturne, gardait ses distances, ses yeux scrutant l'horizon comme s'il portait un fardeau invisible. Ses les silences, plus lourds que les rochers du canyon, intriguaient Eleanor. Un matin, alors qu'elle ramassait des baies épineuses sous un ciel d'un bleu tranchant, Pierre de Feu lui tendit un collier de perles bleues, un geste rare. « Pour ta force », murmura la vieille All-Light femme, avant de s'éloigner. Eleanor, touchée, passa le collier autour de son cou, les perles pesant comme une promesse. Ce jour-là, Tenawa l'invita à le suivre hors du camp, vers un plateau où les cactus,
s'élevaient comme des sentinelles. Il lui montra comment lire les traces d'un cerf dans le sable, ses gestes précis, presque sacrés. Le désert cache, mais il révèle aussi, dit-il, sa voix grave mêlée au vent, en pointant une cicatrice sur son bras, relique d'une bataille passée. Ce soir-là, autour d'un feu crépitant, les flammes dansant sur les visages burinés des Comanches, Eleanor osa poser une question. « Pourquoi m'as-tu sauvé ce premier jour ?» Tenawa fixa les flammes, son visage taillé par les ombres. « Mon peuple a perdu beaucoup à cause des tiens, mais toi, tu n'es pas eux. » Ces mots, lourds comme le roc, la laissèrent sans voix. Une femme âgée, aux yeux voilés par le temps, s'approcha et raconta une histoire brutale. Des années plus tôt, le colonel Jeremiah Whitmore avait engagé des mercenaires pour rasier un camp Comanche, tuant la sœur de Tenawa et d'autres innocents. Eleanor sentit son sang se glacer. Son père, l'homme qui l'avait abandonné, portait le sang de ce peuple sur ses mains. Le choc de cette vérité la secoua comme une tempête. Elle passa la nuit éveillée, les étoiles indifférentes au-dessus d'elle. Comment Tenawa pouvait-il la regarder sans haine? Pourtant, ses actions, l'eau offerte, la patience dans ses silences, contredisaient la vengeance qu'elle aurait comprise. Le lendemain, près d'un ruisseau asséché, elle le confronta. « Pourquoi ne me hais-tu pas ?» Sa voix tremblait, portée par le vent. Tenawa, taillant une flèche, répondit sans lever les yeux. « La haine est un feu qui brûle celui qui le porte. Tu n'es pas ton père. » Ces mots, simples et tranchants, percèrent dans le mur de sa culpabilité. Dès lors, une connexion fragile s'ébaucha. Tenawa lui apprit à monter à cheval, un défi pour une femme habituée au carrosse. Ses premières tentatives, maladroites, firent rire les enfants, mais elle persévéra, ses cuisses écorchées par la selle. Un jour, lors d'un rituel communautaire, elle affronta une épreuve, traverser un sentier étroit, sous les regards du camp. Les pierres glissaient sous ses pieds, mais elle atteignit l'autre côté, le souffle court, sous des acclamations contenues. Pierre de Feu déclara « Ngonlua Boy Binmin, tu es des nôtres ». Eleanor sentit son cœur s'alléger, comme si le désert lui-même l'avait accepté. Si ce récit de courage et de rédemption vous touche, abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer la suite du voyage d'Eleanor. Partagez d'où vous venez, votre voix fait vivre ces histoires. Mais le désert, avec ses murmures et ses ombres, réservait encore des épreuves. La vérité sur le colonel Whitmore, tapi comme un serpent sous le sable, menaçait de ressurgir, et Eleanor, désormais liée à ce peuple, ignorait que le feu qu'elle portait en elle devrait bientôt affronter une tempête plus sombre. Le feu d'Eleanor, allumé dans les flammes de l'automne, brûlait désormais d'une force que le désert lui-même semblait reconnaître. Mais l'hiver 1879 s'abattit sur le Nouveau-Mexique, drapant les canyons d'un froid mordant qui glaçait les eaux et durcissait le sol rouge. Les vents hurlants charriaient, des murmures de menaces, comme si la terre pressentait une tempête plus sombre que ces nuits gelées. Le campement Comanche, niché entre des falaises déchiquetées, vivait dans une vigilance constante. Les hommes affûtés, leurs lances, leurs regards, scrutant les collines où les ombres dansaient sous un ciel plombé. Eleanor, désormais Ngonlua Buoy Bin Mind, avait changé. Sa peau bronzée portait les marques du soleil. Ses mains calleuses maniaient l'arc avec une précision croissante. Tenawa, son guide silencieux, lui enseignait à tendre la corde avec fermeté, ses doigts effleurant les siens pour ajuster sa posture. Chaque flèche qu'elle tirait, même imparfaite, renforçait sa détermination. Mais un souvenir la hantait, l'embuscade qui avait tué sa mère, les cris, le sang sur la diligence. Ce passé qu'elle croyait enfoui ressurgissait comme une plaie ouverte, surtout maintenant que des rumeurs de soldats approchant couraient dans le camp. Une nuit sans lune,
Alors que les étoiles se cachaient derrière des nuages lourds, un cri déchira le silence. « Soldats !» hurla un guetteur. Le camp s'embrasa d'une activité frénétique. Les femmes cachaient d'appoir les enfants dans les tipis, les hommes saisissaient arcs et fusils. Eleanor, le cœur battant, reconnut l'éclat des uniformes bleus dans l'obscurité, leurs sabres scintillant sous la lueur des torches. C'était l'œuvre de son père, le colonel Jeremiah Whitmore, revenu non pour la sauver, mais pour réclamer des terres sous prétexte de sa libération. La trahison de cet homme, qui l'avait vendu, puis feignait l'honneur, enflamma sa colère. Tenawa, à la tête des guerriers, ordonna à Eleanor de rester à l'abri. Mais elle refusa, ses doigts serrant un vieux revolver qu'elle avait appris à manier adolescente, sous l'œil indulgent d'un palefrenier de Boston. Les souvenirs de sa mère, impuissante face aux bandits, la poussaient à agir. Elle se glissa derrière un rocher, son souffle formant des volutes dans l'air glacé. Les soldats avancèrent, leur voix arrogante réclamant « la fille blanche ». Un mercenaire, le visage marqué d'une cicatrice, s'approcha de Tenawa, une lame à la main. Sans réfléchir, Eleanor visa, son doigt pressant la détente. La détonation résonna comme un coup de tonnerre, et l'homme s'effondra, une tache rouge s'élargissant sur sa poitrine. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que le coup de feu. Les Comanches, d'abord stupéfaits, levèrent leurs arcs, prêts à riposter. Les soldats reculèrent désorientés par la résistance. Tenawa, indemne, tourna vers Eleanor un regard où se mêlaient pas de surprise et respect. Elle avait agi, non par peur, mais pour protéger celui qui l'avait sauvé le premier jour. Les guerriers refermèrent tous leurs chers rangs autour d'elle, leurs lances dressées comme une muraille de fer. Le chef des soldats, un officier à la moustache grisonnante, hurla des ordres, mais l'élan de ses hommes s'était brisé. La bataille s'acheva dans un retrait précipité, les sabots des chevaux soulevant des nuages de poussière sous le ciel noir. Au lever du jour, le camp pansait ses blessures. 2 guerriers étaient crampés tombés, leurs corps enveloppés dans des pots pour un rituel funéraire. Eleanor, secouée, aida à soigner les blessés, ses mains trempées d'arfilles de sang et d'infusions d'herbe. Pierre de Feu, la vieille sauve-femme, la regardait avec une fierté silencieuse, ses yeux plissés disant ce que les mots ne pouvaient exprimer. Ce soir-là, autour du feu, Tenawa s'assit près d'elle, brisant son habituel mutisme. « Tu as tiré pour nous », dit-il, sa voix basse comme le grondement d'un orage lointain. Il posa une main sur sa poitrine, un geste comanche signifiant une alliance profonde. « Tu n'es plus une étrangère, tu es ma sœur d'âme. » Ce moment scella un tournant. Les femmes du camp offrirent à Eleanor une cape ornée de plumes, symbole de son courage. Les enfants, qui l'avaient jadis raillée, l'entourèrent, curieux de son revolver. Elle leur montra comment le tenir, riant pour la première fois depuis des mois. Mais une ombre planait. Elle savait que son père ne renoncerait pas. Le colonel, avec ses ambitions de fer, reviendrait. Et le désert, témoin de tant de sang, exigerait un choix ultime. Sous le ciel d'hiver, Eleanor sentit une force nouvelle l'habiter, forgée dans le feu de la bataille et la loyauté d'un peuple qu'elle apprenait à aimer. Sous le ciel d'hiver, Eleanor Whitmore, devenue Ngonlua Boybin Min, avait forgé une alliance indéfectible avec les Comanches, son revolver encore fumant dans la nuit glacée. Le printemps 1880 arriva, adoucissant le désert du Nouveau-Mexique d'une brise tiède qui faisait éclore les cactus en éclats de rose et de jaune. Les falaises rouges, jadis menaçantes, se dressaient donc désormais comme des gardiens bienveillants autour du camp. Mais sous cette beauté éphémère, une tension persistait. Le colonel Jeremiah Whitmore, avec son ambition d'acier, n'avait pas renoncé. Eleanor, désormais à l'aise sur un cheval comanche,
savait que le désert réservait une ultime épreuve. Le camp bourdonnait d'une vie renouvelée. Les femmes de chantaient, en tressant des cordes, leurs voix mêlées au claquement des sabots des enfants, jouant à lancer des pierres avec une précision qu'Elénor enviait. Elle s'était transformée. Sa peau bronzée, ses mains habiles à l'arc, son regard autrefois hanté, brillaient d'une détermination farouche. Tenawa, son frère d'âme, lui enseignait les secrets des étoiles, traçant des constellations dans le sable avec une brindille. Leur lien, forgé dans le silence et le respect, était une ancre dans ce monde instable. Mais les guetteurs rapportaient parmi des nouvelles inquiétantes. Des cavaliers, en uniforme bleu, approchaient Anne, leurs étendards claquant comme des avertissements. Une aube brumeuse, les tambours du camp s'arrêtèrent net. Le colonel Whitmore, à la tête d'une troupe, apparut au bord du canyon, son visage dur comme le roc. Il ne venait pas en paix, mais en conquérant, son ultimatum résonnant dans l'air sec. Elénor rentre à Boston, où ce camp sera réduit en cendres. Les Comanches, arcs bandés, formaient un mur vivant autour des tipis. Elénor, vêtue d'une tunique comanche ornée de plumes, s'avança, son revolver à la ceinture, le collier de perles bleues scintillant à son cou. Les souvenirs de sa mère, la diligence en flammes, les cris, son impuissance d'enfant, la traversèrent comme une lame. Aujourd'hui, elle n'était plus cette fille. Devant les deux camps, elle prit la parole, sa voix claire tranchant le silence. « Père, tu m'as abandonné ici, pensant me briser. Mais ce désert m'a donné un foyer, un peuple, un nom. » Elle cita sa mère, ces mots gravés dans son âme. « On ne choisit pas où l'on est, mais où l'on appartient. » Le colonel, les yeux plissés, ordonna aux soldats d'avancer. Les arcs des Comanches se tendirent, les flèches prêtes à voler. Elénor, sans hésiter, s'interposa, son corps frêle, entre les fusils et les lances. « Si vous tirez, vous me tuerez d'abord, » déclara-t-elle, ses yeux défiant son père. Le désert retint son souffle, le vent portant l'écho de sa voix. Le colonel fixa sa fille, voyant une femme qu'il ne reconnaissait plus. Non plus la rebelle timide de Boston, mais une guerrière du désert, soutenue par un peuple prêt à mourir pour elle. Les soldats, troublés, baissèrent leurs armes. Pierre de Feu, la vieille femme, s'avança, sa voix rauque s'élevant en comanche, traduite par Elénor. « Cette femme est des nôtres, son sang est votre sang, mais son cœur est ici. » Après un silence pesant, le colonel, déchiré entre orgueil et un éclair de regret, fit un signe. Ses hommes reculèrent, leurs chevaux s'éloignant dans un nuage de poussière. Il lança un dernier regard à Elénor, un mélange de colère et d'admiration, puis tourna bride. Le camp éclata en cris de victoire, mais Elénor resta immobile, les yeux fixés sur l'horizon. Elle avait choisi son peuple, son foyer, mais le poids de ce choix l'ancrait au sol. Tenawa s'approcha, posant une main sur son épaule. « Tu es notre pont, » murmura-t-il, désignant le canyon où deux mondes s'étaient affrontés. Les semaines suivantes, Éléonore devint une médiatrice, négociant avec les colons voisins pour éviter d'autres conflits. Elle enseigna aux enfants comanches à lire, mêlant leurs légendes aux contes de sa mère, tissant un lien entre deux cultures. Sous un ciel printanier, elle contempla les cactus en fleurs, symbole de sa renaissance, et sut que son héritage ne serait pas de sang ou d'or, mais de courage et d'unité. L'épopée d'Elénor Whitmore, tissée de courage et de rédemption, résonne comme un écho du désert, où l'appartenance triomphe des épreuves. Ce voyage à travers le Nouveau-Mexique de 1879, entre douleur et renaissance, nous rappelle que le véritable foyer se trouve dans le cœur. Nous vous invitons à partager vos réflexions. Qu'a éveillé en vous cette histoire? Vos pensées enrichissent ce récit. Nous sommes honorés de vous avoir accompagné dans cette aventure
où le sable murmure des vérités éternelles. Rendez-vous bientôt pour d'autres récits où le désert révèle ses secrets. Merci de votre écoute fidèle.